Bonjour, professeur, on ne vous entend pas. Bonjour. Allô? Bonjour, est-ce que vous êtes là? Oui, docteur, on est là. Allô? Allô? Oui, docteur. Allô? Allô? Oui. La dernière fois, نسمع فيهم يقولوا لي poser des questions. D'accord. نحط OK. Donc, très bien. Donc, نبدأ بقى. OK لهنا. D'accord. OK. Alors, bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va voir les schizophrénies. Donc, on va commencer par la définition. Donc, schizophrénie a été définie par Eugène Bleuler en 1911, qui est un Allemand. Il a dénommé ainsi schizophrénie par rapport à schizen, qui veut dire couper, et phrène, qui veut dire esprit. Donc, il l'a défini comme étant un ensemble de symptômes psychotiques diversement associés et dominés par l'incohérence et la dissociation de tous les domaines de l'activité psychique, intellectuelle, affective, comportementale et relationnelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser de diagnostic de schizophrénie sans qu'il y ait le syndrome clé qui est le syndrome dissociatif, associé bien sûr à du délire et des hallucinations. Donc, l'évolution se fait souvent vers une dissociation psychique avec une profonde désorganisation d'allure déficitaire de la personnalité. C'est-à-dire que l'évolution se fait souvent vers le déficit, mais actuellement et grâce aux antipsychotiques de deuxième génération, il est rare de voir une évolution déficitaire. Donc, pour les données éthiopathogéniques, il faut savoir que c'est une maladie du sujet jeune qui touche aussi bien les femmes que les hommes avec un sexe ratio égal à 1. C'est une étude qui a été menée par l'OMS. Il faut savoir qu'il n'existe pas de cause. On n'est pas encore arrivé à déterminer la cause de la schizophrénie, mais c'est une pathologie qui est multifactorielle. Alors, parmi les facteurs, on a le facteur caractériel. Il faut savoir que la majorité des schizophrènes présentent une personnalité pathologique prémorbide schizoïde, c'est-à-dire une personnalité avant l'éclosion de la maladie. Et vous avez vu le cours des personnalités pathologiques. Aussi, 47% des schizophrènes sont de biotype leptosome, c'est-à-dire lent, maigre, avec des bras lents. Mais on peut voir aussi la schizophrénie chez les autres biotypes. Il faut savoir que avant on pensait que la maladie touchait surtout les couches sociales défavorisées, mais en fait, c'est parce que en l'absence surtout de traitement, quand les malades mènent une vie de vagabondage, donc ils arrivent aux couches sociales défavorisées. Il faut noter donc que par rapport à cette évolution déficitaire, ils finissent par rejoindre les classes défavorisées à cause de leur maladie. Mais en fait, la schizophrénie touche toutes les couches sociales.
Donc, les facteurs génétiques, le risque de morbidité est plus élevé chez les apparentés d'un schizophrène, c'est-à-dire si on a un membre de la famille qui est schizophrène, on a plus de risque de faire de la maladie. Et cela a été confirmé par la concordance entre les jumeaux monozygotes qui était plus élevée qu'entre les jumeaux dizygotes. Les facteurs biochimiques, c'est les rôles des neuromédiateurs, dopamine, noradrénaline, sérotonine, dans le déclenchement de la maladie et d'ailleurs même dans la découverte de l'effet thérapeutique des antipsychotiques. Il faut savoir que la majorité des antipsychotiques sont des antidopaminergiques. Autre facteur de la maladie, ce sont les anomalies de la communication intrafamiliale. Donc, des études ont été menées que des enfants élevés par des parents schizophrènes alors qu'ils n'étaient pas nés de parents schizophrènes finissaient par faire la maladie à cause de cette anomalie de la communication intrafamiliale, alors que des enfants de parents schizophrènes élevés chez des parents entre guillemets normaux ne faisaient pas la maladie. Donc, à partir de là, on a incriminé les anomalies de la communication intrafamiliale. Quelles sont les formes de début de la schizophrénie? Il existe plusieurs formes, donc, et il faut savoir, plus le diagnostic est précoce, mieux sera le pronostic de la maladie, comme toute maladie. Malheureusement, donc, les malades en psychiatrie ne sont vus qu'à tardivement, parce que souvent, ils commencent par les marabouts, hein, le moraqi, pour arriver au psychiatre quand le malade présente des agitations. Donc, il existe deux grands modes de début, le mode aigu et le mode progressif. Alors, le mode de début brutal représente les 2 tiers des cas, parmi lesquels on a les bouffées délirantes et hallucinatoires aiguës, ce sont les formes les plus typiques. Et donc, vous avez vu le cours des bouffées délirantes et vous avez vu les critères de bon et de mauvais pronostic. Quand il y a des critères de mauvais pronostic, donc, le malade est à surveiller de près parce qu'il risque de faire un mode d'entrée dans la schizophrénie. Les états dépressifs atypiques, surtout chez un sujet jeune, les états d'excitation atypiques aussi, les états confusionnels, surtout quand ils accompagnent un état dépressif ou un accès maniaque atypique, et les actes médico-légaux tels que les automutilations et les crimes immotivés. Donc, les crimes immotivés, comme ce qu'on entend parler, quelqu'un a tué une personne dehors qu'il ne connaissait pas. En fait, c'est des crimes immotivés et c'est un acte discordant et souvent, ces malades sont diagnostiqués à l'occasion d'une expertise médicale. Les formes de début insidieux et progressif représentent 1 tiers des cas. On a la baisse de l'activité et du rendement scolaire ou professionnel, c'est-à-dire on a un élève qui jusque-là avait un bon rendement scolaire, qui avait de bons résultats et qui commence à fléchir dans ses résultats, ou bien quelqu'un qui était assidu dans sa profession, qui ne s'absentait pas et qui commence à faire de l'absentéisme, ou bien à ne plus travailler. Là, il faut suspecter un mode d'entrée dans la schizophrénie. Il faut rechercher les autres signes de la schizophrénie. Les troubles de l'affectivité et du caractère, c'est-à-dire un changement de caractère ou un changement de l'affectivité peut être aussi un mode de début. Les manifestations névrotiques, surtout les obsessions et les compulsions atypiques, c'est-à-dire vécues avec détachement et bizarrerie. Donc, les troubles anxieux où l'anxiété fait défaut, il faut penser à un mode d'entrée dans la schizophrénie. Les idées délirantes et hallucinatoires aussi peuvent être un mode d'entrée dans la schizophrénie. On arrive à la schizophrénie à la période d'état et on commence par le syndrome clé qui est la dissociation. Et cette dissociation, elle exprime un défaut de cohésion de la vie mentale. L'ambivalence, donc il y a 4 caractéristiques de cette dissociation. On a l'ambivalence, la bizarrerie, l'impénétrabilité et le détachement. Et on va commencer par l'ambivalence, c'est quoi? C'est le fait de considérer dans le même temps sous leurs 2 aspects négatifs et positifs, les divers actes psychologiques, c'est-à-dire avoir 2 actes contradictoires en même temps. Hein? Par exemple, aimer et haïr. On ne peut pas aimer quelqu'un et le haïr en même temps, sauf dans l'ambivalence qui est un acte discordant. La bizarrerie, comme son nom l'indique, c'est le caractère insolite, étrange et paradoxal de la production de la pensée schizophrénique. C'est-à-dire, quand on parle d'un schizophrène, on va voir rapidement que ses pensées, ses idées sont bizarres et c'est une caractéristique de la dissociation.
L'impénétrabilité, c'est une forme d'opacité et d'épaisseur indéchiffrable dans les relations du schizophrène avec autrui. Donc, comme son nom l'indique, impénétrable, il est difficile de le pénétrer et il est difficile d'établir des relations avec lui. Le détachement, c'est le retrait, la perte du contact vital avec le réel, c'est-à-dire c'est l'indifférence, c'est l'analgésie, donc il ne s'intéresse à rien. Ce syndrome dissociatif s'exprime au niveau intellectuel, affectif et comportemental, comme on l'a vu dans la définition. Et parmi la dissociation intellectuelle, c'est l'association fortuite, c'est-à-dire association entre les idées, entre les pensées qui sont faites fortuitement, l'incohérence idéique, donc ce sont des idées incohérentes, une pensée floue, bizarre, les barrages, barrage, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui commence à parler et qui s'arrête brutalement. Le fading, c'est l'extinction progressive de la voix. Donc, c'est quelqu'un qui commence à parler et qui va diminuer dans la tonalité de sa voix jusqu'à ce qu'il s'arrête. Parfois, mutisme, carrément, ou réponse à côté. Impulsion verbale avec stéréotypie et néologisme. L'impulsion verbale, c'est avec stéréotypie, c'est-à-dire c'est la répétition de verbes ou de mots ou de pensées. Le néologisme, c'est la création de mots propres aux schizophrènes. La dissociation affective, c'est l'analgésie morale, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne ressent plus rien, des intérêts pour l'activité pratique, froideur dans le contact avec des rires immotivés. Donc, on entend souvent dans l'interrogatoire demander aux parents est-ce qu'il rit tout seul? C'est parce qu'on cherche un signe de dissociation affective. Indifférence et agressivité immotivée, c'est-à-dire une agressivité sans motif. La dissociation comportementale, c'est l'ambivalence dans les comportements avec actes absurdes et maniérés. Vous voyez les malades dans les services, ils font des maniérismes ou bien des ambivalences dans le comportement comme tendre la main et la retirer, impulsion incoercible avec des automutilations et tentatives de suicide et meurtre. Le syndrome catatonique, donc c'est un syndrome comportemental grave qui se manifeste par du négativisme avec, comme son nom l'indique, c'est une attitude de refus. L'inertie qui est la suspension de gestes, donc c'est quelqu'un qui va suspendre ses gestes. La suggestibilité paradoxale, c'est-à-dire c'est la répétition passive des gestes. On lui fait faire des gestes, il le fait, sinon il ne le fait pas. Et la catalepsie, c'est l'inertie totale. Donc, on a dit que la schizophrénie était un syndrome dissociatif associé à du délire et des hallucinations. Donc, le délire, c'est ce qu'on appelle le délire paranoïde et il se caractérise par l'absence de structuration et de systématisation, contrairement au délire paranoïaque. C'est une expérience angoissante, surtout au début de la maladie. Les thèmes délirants sont multiples, on peut voir tous les thèmes et tous les mécanismes également peuvent être observés. L'automatisme mental est assez fréquent, c'est un syndrome perceptif, c'est des troubles perceptifs. C'est, comme son nom l'indique, le malade a l'impression que son fonction mentale se fait automatiquement, qu'on peut deviner sans penser, qu'on peut lire dans ses pensées. Donc, c'est ce qu'on appelle l'automatisme mental et il est fréquent surtout dans la forme clinique paranoïde. Alors, pour vous expliquer les formes cliniques, donc, on a fait l'approche dimensionnelle de la schizophrénie et elle se fait par rapport aux symptômes positifs et négatifs. Donc, quels sont les symptômes positifs? Ce sont le délire et les hallucinations. Et les symptômes négatifs, c'est la désorganisation de la pensée et du discours, le comportement bizarre, la froideur des affects ou des affects inappropriés, c'est-à-dire en gros le syndrome dissociatif. Donc, les syndromes positifs, c'est les symptômes positifs, pardon, c'est le délire et les hallucinations. Et les symptômes négatifs, c'est le syndrome discordant. Donc, quelles sont les formes cliniques? Donc, on commence par la schizophrénie simple. Donc, elle peut faire suite à une évolution du schizophrénie sous traitement. Donc, il persiste que certains symptômes négatifs ou un délire ou quelques hallucinations. Ou bien,
c'est quelqu'un qui a une personnalité schizoïde et qui développe un délire ou qui a un comportement plus ou moins désorganisé. C'est ce qu'on appelle la schizophrénie simple. La schizophrénie paranoïde, donc, où les symptômes positifs sont au premier plan, c'est-à-dire les idées délirantes et hallucinatoires sont au premier plan, mais les signes négatifs sont minimes. Les biphrénies ou la schizophrénie désorganisée, c'est le contraire de la paranoïde, c'est-à-dire ce sont des symptômes négatifs qui sont au premier plan. Les biphrénocatatonie, donc c'est la forme la plus grave. Donc, d'ailleurs, le malade est souvent hospitalisé en service de soins intensifs et il est pris en charge par les réanimateurs et les psychiatres. Donc, ce sont des manifestations, c'est le syndrome catatonique qui est au premier plan. Donc, on peut rencontrer de la stupeur, du mutisme, du négativisme, de la rigidité, la persévération des attitudes. Donc, la répétition des gestes ou des paroles de l'interlocuteur, c'est ce qu'on appelle l'écopraxie, l'écolalie, et la persévération des attitudes, c'est-à-dire il peut se maintenir, il peut y avoir même le signe de l'oreiller psychique, c'est-à-dire que lorsque le malade est agité, on essaye de soulever sa tête, hein, et on lui enlève l'oreiller, il peut se maintenir comme ça 24 heures, c'est ce qu'on appelle le signe de l'oreiller psychique qui était pathognomonique de l'héberphronocatatonie. Heureusement que c'est une forme qui est rare actuellement grâce aux antipsychotiques de deuxième génération. L'héboïdophrénie, donc c'est une schizophrénie qui survient chez une personnalité antisociale en général. Donc, on va rencontrer tous les signes de la schizophrénie associés à des conduites antisociales, c'est-à-dire toxicomanie, vol, agressivité, le tout. La schizophrénie dysthymique ou le trouble schizoaffectif, c'est la forme qui a le meilleur pronostic. Donc, c'est le développement d'un syndrome thymique de façon concomitante aux symptômes de la schizophrénie, c'est-à-dire qu'on va rencontrer les symptômes schizophrénie en même temps un syndrome dépressif ou un syndrome maniaque. C'est ce qu'on appelle le trouble schizoaffectif. La prise en charge, donc, comme toute pathologie psychiatrique, on a les trois volets. Donc, pour la chimiothérapie, ce sont les antipsychotiques, c'est-à-dire les neuroleptiques. On préfère les neuroleptiques de deuxième génération parce qu'ils préservent le potentiel cognitif des malades. Le volet psychothérapie, dès l'admission ou dès le premier contact, il faut commencer par une psychothérapie de soutien pour faire l'alliance thérapeutique. Comme ça, le malade va vous faire confiance et il va vous livrer ses délires et ses hallucinations, ses expériences angoissantes. Par la suite, après amélioration sous chimiothérapie, on fait ce qu'on appelle les thérapies cognitivo-comportementales. C'est quoi les thérapies cognitivo-comportementales? Donc, cognitif par rapport aux pensées, à la mémoire, et comportementale par rapport au comportement. Donc, il faut savoir que derrière toute pensée, il y a un comportement. Par exemple, si je pense que cette personne me hait, je vais l'éviter, je vais me comporter méchamment avec elle parce que dans ma pensée, elle me hait. Hein. Donc, dans la schizophrénie, on sait que le malade a un comportement désorganisé, qu'il a un comportement agressif par rapport à son délire. On va l'aider à changer son délire, donc ses pensées, pour pouvoir changer son comportement par la suite. La réhabilitation psychosociale, c'est un volet très important dans la prise en charge du schizophrène, c'est-à-dire l'aider à se réintégrer dans la société. Donc, et on a à l'hôpital un module qui s'appelle le module de Lieberman. Et d'ailleurs, si vous voyez les malades, ils vous disent c'est parce qu'on leur enseigne ce que c'est la maladie, les symptômes, les effets secondaires des traitements, quand est-ce qu'ils doivent aller aux urgences pour voir un médecin, quand il y a des effets secondaires, quand il y a une recrudescence des symptômes, pour leur offrir la possibilité de vivre de façon autonome comme les autres malades. Alors, j'ai terminé pour la schizophrénie. Est-ce que vous avez des questions? Docteur, Alors, on pouvez-vous nous enchaîne sur les troubles de l'humeur. Docteur,
Docteur, pouvez-vous nous répéter la partie du syndrome Alors, dissociatif? comme son nom l'indique, les troubles de l'humeur veut dire une perturbation de l'humeur. Donc, cette perturbation, elle peut être dans le sens positif, c'est-à-dire le sens de la joie et de la gaieté, comme elle peut être perturbée dans le sens négatif, c'est-à-dire dans le sens de la morosité et de la tristesse. On peut avoir aussi une alternance entre la perturbation de l'humeur dans le sens positif et négatif, c'est ce qu'on appelle la psychose maniaco-dépressive. Alors, et on commence par la définition de l'humeur. Donc, c'est Jean Delay qui a défini l'humeur comme étant cette disposition affective fondamentale, riche de toutes les instances émotionnelles et instinctives, qui donne à chacun de nos états d'âme une tonalité agréable ou désagréable, oscillant entre les deux pôles extrêmes du plaisir et de la douleur. C'est-à-dire, c'est l'émotion, c'est l'affect qui peut être dans le sens positif ou négatif. Donc, les troubles de l'humeur regroupent la mélancolie et les états dépressifs. La mélancolie qui est un état dépressif sévère, l'accès maniaque et la psychose maniaco-dépressive. Il faut savoir que les états dépressifs sont fréquents en psychiatrie et que leur évolution est dominée par la complication dramatique qui est le suicide. Donc, on peut guérir de l'état dépressif à condition que le malade ne passe pas à l'acte suicidaire. La phase de début est rapide, c'est une pathologie du sujet jeune entre 20 et 40 ans avec des antécédents similaires, personnels ou familiaux, c'est-à-dire on va rencontrer dans la famille un accès dépressif ou bien un accès maniaque ou bien une tentative de suicide ou un suicide. On peut rencontrer des circonstances déclenchantes ou non. Souvent, le début se fait par une asthénie croissante avec un sommeil perturbé et progressivement s'installent des signes de dégoût. Donc, souvent, ça commence par une asthénie et il faut faire attention. Donc, souvent, le malade, quand il a une asthénie, il va voir un médecin généraliste qui va le mettre sous vitamines. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut rechercher des autres signes parce que ça commence par une asthénie, mais par la suite, les symptômes de l'état dépressif se complètent. Et ce syndrome dépressif, il est fait par une tristesse qui peut aller de la morosité jusqu'à la douleur morale, un dégoût de la vie avec désintérêt de tout. Les fonctions cognitives sont ralenties, donc on va avoir une pensée qui est pauvre et ralentie, c'est ce qu'on appelle la bradypsychie. Des idées centrées sur la culpabilité, l'auto-accusation, l'indignité et l'hypochondrie. L'isolement, des difficultés à établir des contacts avec une incapacité à assumer ses responsabilités et ses obligations. Il va y avoir également des troubles instinctuels, donc l'appétit est altéré. À l'extrême, on peut avoir, donc ça peut commencer par une inappétence qui peut aller jusqu'à l'anorexie totale, c'est un équivalent suicidaire. Le sommeil est perturbé avec un réveil douloureux, l'asthénie matinale est avec anxiété. La sexualité est également perturbée avec une perte de la libido, impuissance, frigidité qui va encore aggraver les signes de culpabilité et de dévalorisation. Donc, on a dit que le syndrome de mélancolique était un syndrome dépressif mais sévère et il a ses particularités par rapport au syndrome dépressif. Alors, à la place de la tristesse et de la morosité, on va avoir une douleur morale qui est l'extrême de la tristesse. À la place du ralentissement psychomoteur, on va avoir carrément une inhibition psychomotrice avec une aboulie. On va avoir des idées délirantes contre soi, c'est l'auto-accusation, la culpabilité, l'incurabilité, l'hypochondrie. Et il peut y avoir même un syndrome de Cotard. Le syndrome de Cotard, c'est un syndrome délirant de négation d'organes. Donc, le malade vous dit, par exemple, ça ne sert à rien de manger, de toute façon, je n'ai pas d'estomac. Et il est convaincu, c'est pour cela qu'on l'appelle un syndrome délirant. Ou contre autrui, c'est la méchanceté, la persécution, la négation d'autrui et fin du monde. Rarement on rencontre des hallucinations, mais les idées suicidaires sont omniprésentes. Ils font partie
de la symptomatologie du syndrome mélancolique. Il n'existe pas de syndrome mélancolique sans idée suicidaire et donc il faut aller les chercher et il ne faut pas hésiter. Quelles sont les formes cliniques de l'accès dépressif mélancolique? Selon la prédominance d'un symptôme, on peut avoir la mélancolie simple, donc avec toute la symptomatologie qu'on vient de citer. La mélancolie anxieuse où l'anxiété est au premier plan et à la place de l'abolie, de l'inhibition, on va avoir quelqu'un qui se déplace, qui ne tient pas en place parce qu'il est très anxieux. Vous savez très bien que lorsqu'on est anxieux, on n'arrive pas à tenir en place. La mélancolie stuporeuse, donc c'est l'extrême de l'inhibition. Donc, on va rencontrer un syndrome stuporeux avec tous les symptômes de la mélancolie. La mélancolie délirante, où le syndrome délirant est très riche. La mélancolie d'involution, donc c'est la mélancolie en général qui survient après 50 ans, elle s'accompagne d'une atteinte des fonctions intellectuelles. Donc souvent, les patients, quand ils présentent un syndrome dépressif, ils vous disent apparemment j'ai des troubles de mémoire. En fait, ce ne sont pas des troubles de mémoire, mais c'est plutôt des troubles de concentration. Ils sont tellement dégoûtés qu'ils n'arrivent pas à faire les choses avec concentration, donc ils oublient. Mais lorsqu'il y a vraiment des troubles intellectuels, il faut penser à la mélancolie d'involution et souvent cette mélancolie, c'est un mode d'entrée dans l'état démentiel, c'est-à-dire dans les démences. Les autres états dépressifs, on a les états dépressifs névrotiques qui surviennent sur des personnalités névrotiques et où l'anxiété est très importante et souvent, c'est un syndrome dépressif léger. Les états dépressifs réactionnels, c'est-à-dire en réaction à un événement malheureux, donc ça peut être un deuil, un échec relationnel important, difficultés professionnelles ou financières, souvent elle s'exprime par une asthénie, une tristesse, une anxiété, mais sans douleur morale. Donc, c'est un syndrome dépressif léger à moyen. Les états dépressifs atypiques, donc chez le sujet jeune, comme on l'a vu dans le cours de la schizophrénie, c'est un mode d'entrée à la schizophrénie. Et chez le sujet jeune, comme on vient de le voir maintenant, c'est un mode d'entrée dans la démence. Quel est le traitement de l'état dépressif? Donc, souvent, c'est l'hospitalisation, surtout lorsqu'il s'agit d'un syndrome dépressif sévère comme la mélancolie, en raison du refus thérapeutique et du risque suicidaire. Donc, parmi les armes thérapeutiques, on a la sismothérapie, c'est ce qu'on appelle l'électroconvulsivothérapie, c'est l'électrochoc. Donc, souvent utilisé dans les formes sévères ne répondant pas à la chimiothérapie. Donc, c'est la dernière arme à utiliser. La chimiothérapie, donc on utilise souvent les antidépresseurs associés bien sûr à des tranquillisants, donc sédatifs comme les benzodiazépines ou bien à des neuroleptiques sédatifs comme le Nosina. Donc quand on hospitalise le malade, on fait souvent, on préfère la voie parentérale et le seul antidépresseur qui existe par voie parentérale, c'est l'anafranil. Donc on fait ce qu'on appelle la cure d'anafranil. Donc, comme son nom l'indique, donc c'est une cure qui se fait sur 10 à 15 jours. Donc, on commence à J1 par une ampoule d'anafranil dans 250 cc de sérum glucosé, à augmenter par palier d'une ampoule chaque 2 jours jusqu'à atteindre la dose de 100 à 150 mg selon le cas. Puis, au bout de 10 à 15 jours, on arrête la voie parentérale et on passe à la voie orale en doublant la dernière dose parentérale. C'est-à-dire, si on a fait 100 mg d'anafranil, donc on fera 200 mg par voie orale. La psychothérapie, donc on commence par la psychothérapie de soutien dès le début de la maladie pour mettre en place l'alliance thérapeutique, pour soutenir le patient, comme ça il va vous délivrer ses symptômes, associé bien sûr à la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans le syndrome dépressif, le malade n'a que des pensées négatives. Donc, il va avoir une pensée
il va avoir un comportement négatif. Donc, il faut l'aider à changer ses pensées négatives par des pensées positives. Comme ça, le patient changera son comportement et il va aller vers le comportement positif. Donc, on a terminé avec l'accès dépressif. On commence avec l'accès maniaque. Donc, l'accès maniaque, c'est un état psychotique aigu qui est caractérisé par la surexcitation des fonctions psychiques avec exaltation de l'humeur et un déchaînement des pulsions instinctivo-affectives de base. C'est-à-dire, ce qu'on a vu dans l'état dépressif, on va avoir tout à fait le contraire. C'est-à-dire, à la place de l'inhibition, on va avoir une excitation. À la place de la tristesse, on va avoir de la gaieté. Donc, il faut savoir que l'accès maniaque est un moyen de défense contre la dépression et c'est pour cela que l'accès de manie franche fait partie de la psychose maniaco-dépressive. Donc, c'est pour se défendre contre la dépression qu'on fait de la manie. Et c'est pour cela que la répétition de cette manie qui est un moyen de défense contre la dépression, qu'il est sous-entendu qu'on a fait un accès dépressif et un accès maniaque, qu'on l'appelle également la psychose maniaco-dépressive. C'est une pathologie aussi du sujet jeune entre 18 et 40 ans, avec des antécédents maniaques et ou mélancoliques personnels et ou familiaux, et parfois un facteur déclenchant. Le mode des débuts se fait donc de façon brutale avec une agitation intense et stérile, c'est-à-dire sans but. Souvent, on va rencontrer des courtes phases dépressives ou bien des périodes d'exaltation émotionnelle ou des signes inhabituels. Donc, les signes inhabituels, c'est comme devenir très généreux, changer sa garde-robe, changer tout ce qu'il donner tout ce qu'il possède. Donc, ce sont des signes inhabituels. Et au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, la famille commence à reconnaître ces signes inhabituels de rechute dans l'accès maniaque. L'insomnie demeure le symptôme signal. Donc, quand quelqu'un a déjà fait un accès maniaque et qu'il commence à perturber son sommeil, il faut s'attendre à une rechute. Donc, à la phase d'état, la présentation est très caractéristique. La tenue est extravagante et débrayée. Le visage est animé par des traits mobiles et sans repos. Il est enjoué avec des yeux brillants. Le contact est facile et familier, discontinu et chaotique. Donc, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de pensées. Donc, il est très difficile de le suivre. Le discours est labile avec une logorée, des rires, des chants. Les fonctions psychiques sont accélérées avec une euphorie, des sentiments de bien-être, une infatigabilité, mais avec une humeur instable, c'est-à-dire il passe rapidement des pleurs vers la joie et la gaieté. Accélération du cours de la conscience avec une abolition de l'attention, une accélération des représentations mentales avec association superficielle des idées sans construction logique. Donc, ce ne sont pas des associations incohérentes comme dans la schizophrénie, mais c'est quelqu'un qui a tellement de pensées, ses idées sont riches, qu'il va passer d'une idée à une autre parce qu'il veut toutes les livrer. Mais ce n'est pas du saut du coq à l'âne. Avec des idées expansives de grandeur, de revendication, c'est ce qu'on appelle le délire verbal. C'est-à-dire le patient a des idées de grandeur, mais sans grande conviction, et c'est pour cela qu'on l'appelle délire verbal, c'est-à-dire c'est sans grande conviction. Une excitation psychomotrice intense, donc il bouge, il chante, il ne tient pas en place, avec une excitation sexuelle, une exagération des conduites orales et alimentaires, une insomnie totale sans récupération diurne, amaigrissement, hyperthermie légère, tachycardie modérée, qui sont consécutifs à tous ces efforts qui sont dus à l'excitation. Quelles sont les formes cliniques de l'accès maniaque? On a l'excitation maniaque simple ou hypomanie. Donc, l'hypomanie, comme son nom l'indique, c'est un petit accès maniaque, c'est-à-dire on va rencontrer tous les signes de l'excitation maniaque, mais à minima. La manie délirante et hallucinatoire qui va s'accompagner avec du délire et des hallucinations, contrairement au typique.
La manie confuse et la manie furieuse, donc il va s'accompagner d'un état confusionnel. Les états mixtes, comme son nom l'indique, mixte, ça veut dire qu'on va rencontrer lors du même épisode un accès maniaque et un accès dépressif. Donc, on a dit que dans la psychose maniaco-dépressive, il y a une alternance avec une période où le malade est en rémission. Mais dans l'état mixte, c'est en même temps le même épisode, on va rencontrer l'état dépressif et l'état mixte. La manie atypique, donc qui va s'accompagner de signes d'atypicité et qui peut être un mode d'entrée dans la schizophrénie. La manie symptomatique, donc ce sont des états maniaques secondaires au traumatisme crânien, démence sénile ou présénile, les syndromes endocriniens tels que les hypoglycémies, les hyperglycémies, les syndromes de Cushing, donc peuvent s'accompagner d'un accès maniaque. Les tumeurs cérébrales, surtout localisées au diencéphale, les intoxications à l'alcool, aux amphétamines, aux corticoïdes, aux antituberculeux peuvent également donner des accès maniaques. Donc, l'hypolution se fait soit vers la rémission, c'est-à-dire que l'accès maniaque va rester un épisode unique, ou bien il va récidiver et on va parler de psychose maniaco-dépressive, ou bien il va évoluer vers la chronicité, c'est-à-dire même sous traitement, le malade va garder des symptômes d'accès maniaque à minima. Le diagnostic différentiel se fait avec la bouffée délirante polymorphe, avec le delirium tremens, l'agitation épileptique, l'agitation schizophrénique, l'agitation psychopathique, c'est-à-dire l'agitation des personnalités psychopathiques antisociales, certains syndromes neurologiques tels que l'hémorragie méningée et l'œdème cérébral, certaines maladies métaboliques telles que l'hypoglycémie, le coma hyperosmolaire, donc qui peuvent donner des accès maniaques. Donc, on a terminé avec l'accès maniaque et on va commencer la psychose maniaco-dépressive. Donc, c'est une production périodique d'accès maniaque et ou d'accès dépressif. C'est une perturbation générale de la personnalité et de l'organisme dans son ensemble et qui s'accompagne souvent et constamment d'une altération importante du sens de la réalité, d'où elle est une psychose. L'étiologie est polyfactorielle et l'éthiopathogénie est inconnue. Il existe des facteurs héréditaires, la maladie psychiatrique est héréditaire. D'ailleurs, on a des familles qu'on connaît qui sont maniaco-dépressives. Le risque est de 75 à 85% chez les jumeaux homozygotes et elle est de 12 à 23% chez les jumeaux hétérozygotes. Le biotype pique-nique, donc, qui est souvent retrouvé dans la psychose maniaco-dépressive, avec une morphologie bréviline trapue et ronde avec un caractère symptôme, mais on peut rencontrer également le biotype Langéline, qui est le biotype de la schizophrénie. Les facteurs humoraux, ce sont les amineuromédiatrices, les catéchomélamines, sérotonine, tryptamine, donc ce qui sont les neuromédiatrices du plaisir. Et quand ils font défaut, il y a le dépressif. Et quand elles sont exagérées ou augmentées, on a ce qu'on appelle l'accès maniaque. Les facteurs émotionnels et événements de vie sont également retenus comme facteurs déclenchant la maladie ou précipitant une rechute. Les facteurs